Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un concept UX que j'aime beaucoup et qui s'appelle le Deceptive Design. Petit aparté, je fais aussi cette vidéo parce que je vais faire bientôt une conférence sur le même sujet et ça me sert aussi à m'entraîner. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous vous demandez certainement pourquoi je parle de Deceptive Design alors qu'on devait parler de Dark Pattern. En fait, c'est la même chose. Sauf que l'utilisation de Dark introduit une connotation négative autour du noir, contrairement au blanc qui serait le bien. C'est la même idée que le changement du master en main sur GitHub ou de master slave en primary secondary pour les disques durs. La World Wide Web Foundation a donc encouragé à changer le terme en Deceptive Design. Globalement, Dark Pattern, ça devient maintenant Deceptive Pattern, Deceptive Design, Manipulative Pattern ou Manipulative Design. Pour cette vidéo, je vais quand même dire Dark Pattern parce que c'est moins dur à dire que Deceptive Design. Avant de démarrer, on va faire un petit quiz pour voir si vous connaissez déjà un petit peu. Donc, qui parmi vous a déjà rencontré un dark pattern? Et qui pense que les dark patterns, c'est utilisé uniquement par des entreprises illégales pour faire des choses pas très clean ou pour vous arnaquer? Et dernière question, qui pense que son entreprise utilise des dark patterns? Sans plus attendre, je vous donne la définition. Les dark patterns sont des astuces de conception d'interface utilisateur faites pour volontairement tromper ou manipuler un utilisateur et l'amener à effectuer certaines actions contre son gré. Elles peuvent aller de simples incitations subtiles à de la fraude pure et simple. Et elles utilisent très souvent des biais cognitifs. Pourquoi ça pose problème? D'abord, d'un point de vue client ou utilisateur, ça va entraîner une mauvaise expérience, de la frustration, de la confusion, mais ça peut même aller jusqu'à des atteintes à la vie privée et même des préjudices financiers, parce que oui, vous pouvez perdre de l'argent à cause d'un dark pattern. D'un point de vue de l'entreprise qui l'implémente, alors ça peut donner des super résultats sur le court terme, sauf que sur le long terme, ça va avoir un aspect négatif important. Les clients vont avoir une mauvaise image de votre entreprise et se tourner vers des concurrents un peu plus éthiques. Et en dernier, votre entreprise peut avoir des impacts financiers parce que certains dark patterns tombent sous le coup de la loi. Alors voici une liste non exhaustive des types de dark patterns qui existent. Je les ai pas tous mis parce qu'il doit y en avoir bien une cinquantaine. Ça concerne principalement les applications web, mais je vous mets 4 dark patterns pour les jeux mobiles où ils sont aussi très présents. Dans cette vidéo, je vais donc vous en présenter quelques-uns avec des exemples réels que vous avez sûrement déjà rencontrés. On va pas tous les faire sinon on n'aura pas le temps, donc on va d'abord se concentrer sur les suivants. Le bait and switch, Roach Motel, Auto Cancel, Disguised Ads, Obstruction, Fake Scarcity, Fake Urgency, Sneak into Basket, et Privacy Jokering. Donc avant de vous les présenter, je vais lancer un petit jeu qui donne un premier aperçu de ce que c'est les dark patterns de façon un petit peu exagérée, mais pas toujours parce que parfois on se dit « Ah mais je l'ai déjà vu celui-là en fait ». Allez c'est parti, je lance le jeu. Ok, donc là en gros en fait, on est sur le site d'une compagnie evil, donc méchante, et le but c'est de ne pas accepter les termes et conditions, c'est de dire non à toutes les notifications, et de ne pas accepter les cookies. Allez, c'est parti, donc on va pas faire toutes les questions, on va pas aller jusqu'au bout, sinon ça va être un petit peu long. Vous pourrez jouer de votre côté, je vous mets le lien du jeu en description. Ok, comme je vous disais, là voilà, il y en a pas mal. Donc merci de visiter Evil Corp. Est-ce que vous acceptez les terms and conditions? Non, le but du jeu, hop, voilà, c'est vert, j'ai gagné. Est-ce que vous voulez ne pas recevoir la newsletter? Alors déjà, il y a un dark pattern, puisqu'il y a la double négation. Et donc là, pour répondre correctement, il faut dire oui. Est-ce que vous acceptez les termes et conditions? C'est la même chose, oui. Ah mince, fallait dire non. Est-ce que vous acceptez les termes et conditions? Alors là, il faut bien choper au moment du nom. Hop, voilà. Est-ce que vous acceptez les termes et conditions? Oui ou oui? Et en fait, pour ceux qui n'avaient pas vu, ici, il y a une petite croix en gris. Hein, ça, vous l'avez déjà dû le voir, des trucs en gris qu'on voit pas. Pour cliquer sur fermer. Alors là, il y a un petit jeu. Un de ces deux boutons va accepter les termes and conditions et l'autre non. Et il faut demander au chat, donc ça c'est le petit jeu du il y en a un qui ment, l'autre qui ment pas, un qui dit toujours la vérité, l'autre qui ment toujours. Donc là on va cliquer pour que ça aille plus vite. Est-ce que vous voulez recevoir la newsletter? Oui ou non? Je veux rester sans succès, unsuccessful. Donc ça c'est du confirm shaming, c'est-à-dire que soit vous dites oui, soit vous êtes un naze. Donc non, je suis un naze. Et décochez les checkbox pour rejeter les termes et conditions. Attention, hop.
Selon la checkbox que je clique, en fait, quand on va cliquer, ça va désactiver, enfin, ça va changer l'état de toutes les autres. C'est très chiant. Voilà, ça n'existe pas en vrai. Mais vous avez compris l'idée. Donc je pense que maintenant, on va pouvoir passer aux exemples concrets de la vie de tous les jours. C'est parti. Le bait and switch. Puisqu'on est sur YouTube, je vais commencer par celui-là. Qu'est-ce que c'est? Cette tactique consiste à attirer les utilisateurs avec une offre alléchante, pour ensuite en modifier les conditions de manière inattendue. La promesse initiale n'est souvent pas tenue. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vu des milliers de fois. On appelle ça le clickbait aussi en anglais, ou le putaclic. Et sur YouTube, il y en a partout. Des miniatures et des titres racoleurs qui vous donnent envie de cliquer. Et la vidéo ne parle pas du tout de ça. Ou alors si, pardon, elle en parle pendant 3 secondes, donc 1% de la vidéo, et surtout bien vers la fin pour être sûr que vous regardiez la vidéo en entier. Le Rush Motel ou Hard to Cancel, moi je les ai mis ensemble. L'idée de ce pattern, c'est qu'il est très facile d'y rentrer, mais extrêmement difficile d'en sortir. Un peu comme dans un labyrinthe, hein. Pour rentrer c'est facile, mais une fois que vous êtes dedans, pour sortir c'est compliqué. Généralement, c'est un abonnement facile, voire implicite, et ensuite pour se désabonner, c'est très compliqué, à tel point que parfois on abandonne et qu'on reste abonné. Et pour exemple, je vais prendre un qui est quand même assez connu, HelloFresh. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un service qui va vous livrer toutes les semaines des ingrédients pour cuisiner des plats. Donc maintenant, imaginons que je veux me désabonner. Voyons comment ils font. Ça a un petit peu évolué depuis, ils se sont un petit peu améliorés, mais c'est quand même globalement assez pénible. Alors là, les exemples que je vais vous montrer, ils sont un petit peu vieux, mais globalement, vous allez voir l'idée. On va dans son profil et on clique sur Cancel My Plan, donc annuler mon plan. Jusque-là, tout va bien. On arrive sur une page où on va te dire que tu dois rester parce que c'est cool. Et le premier bouton, en gros, en vert, qu'on va voir, c'est Skip and Keep Benefits. Donc, passer et garder les bénéfices que vous allez perdre si vous annulez. Donc déjà, on se demande, mais où est le bouton se désabonner? Les personnes qui lisent trop vite vont juste cliquer sur le bouton vert et vont pas comprendre pourquoi ils sont pas désabonnés. Et le fameux bouton pour se désabonner, il est plus bas. Et oui, faut scroller. Mais bien après qu'on t'ait proposé quelques solutions un petit peu pour régler ton problème. Allez, on clique. Vous pensiez que c'était fini? Eh ben non! Il faut donner la raison de pourquoi tu annules. On a donc toujours le gros bouton en vert, finalement, je ne veux pas annuler. Et tu ne peux pas ne pas choisir de raison. Ou alors, si tu veux ne pas choisir une raison, tu annules pas. Donc, il va forcément falloir choisir une raison. Allons-y. Et c'est bon, voilà, on a annulé... Ah non. Là, ils vont expliquer comment ils vont résoudre la raison que tu as d'annuler. Et ils te proposent, en gros, en vert, de rester. Mais bon, on va quand même cliquer sur Cancel. Ouf, ça y est, on a annulé 5 étapes. Un truc de fou. Par contre, si jamais finalement l'utilisateur s'était trompé, genre on va me faire croire que quand tu as cliqué 5 fois sur le mauvais bouton, t'as pas fait exprès, hein, 5 fois. Mais bon, on sait jamais si c'est le cas, hein, y a des personnes, 5 fois d'affilée comme ça, pam pam pam. Et en un clic, tu peux te réabonner. Donc comme je disais, facile de s'abonner, extrêmement difficile d'en sortir. Et je pense que cet exemple est quand même assez représentatif du Rush Motel. Passons maintenant au Sneak into Basket. Pour celui-là, j'aime bien comparer ça à un parent qui fait ses courses avec son gosse. Vous arrivez à la caisse avec votre panier, et là, il y a un paquet de bonbons dedans. C'est votre enfant qui a mis ça dans votre panier sans que vous le voyez. Et si vous faites pas gaffe, vous les passez à la caisse et vous les payez. Et sur le web, c'est pareil. Et je vais prendre en exemple HelloAsso. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site pour les associations où elles peuvent accepter des paiements en ligne facilement. Et si vous avez des enfants, vous avez sûrement déjà acheté des tickets de tombola ou quelque chose comme ça via ce site. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris des tickets au hasard de quelque chose complètement au hasard. Voilà, quand on arrive sur le panier, pouf, on a une petite ligne qui se rajoute. Une contribution à HelloAsso que vous n'aviez jamais demandé. Et si vous ne faites pas attention, vous payez 1,20 € de contribution en plus. Et pour l'enlever, c'est pas simplement supprimer, non, il faut cliquer sur modifier, puis mettre à 0. Et honnêtement, alors celui-là, je me suis déjà fait avoir. Alors, pas sur HelloAsso, parce que je m'étais fait avoir avant, donc du coup, je fais gaffe. Mais c'était un autre site un peu mal designé, et j'ai payé une assurance, je sais même pas trop de quoi, alors que j'en avais pas besoin, donc j'ai payé un petit peu plus. Donc ce que je vous disais, on peut effectivement perdre un petit peu d'argent, voire même beaucoup selon ce que c'est. Fausse urgence et fausse rareté. Alors je les mets ensemble ces deux-là parce que pour moi, la rareté, ça va impliquer un petit peu souvent l'urgence. C'est donc la création d'un sentiment artificiel de rareté pour un produit ou un service, ou bien une promotion dans un temps limité. Ça va mettre l'utilisateur dans une forme d'anxiété ou de stress et il va être moins à même de vérifier les informations. Et comme exemple super connu, on va parler de Booking. Vous avez déjà certainement vu ce fameux « Attention, plus qu'un seul appartement disponible ». Imaginez,
vous réservez vos vacances de rêve. Vous tombez sur un hôtel super sympa. Et là, plus qu'une chambre. Bah vous allez réserver, sans prendre le temps d'aller comparer ailleurs. Alors est-ce qu'il y avait vraiment plus qu'une seule chambre? Personnellement, je ne pense pas. Pour la fausse urgence, on la voit beaucoup dans les magasins de vente en ligne et surtout ceux de dropshipping. Vous avez déjà certainement dû voir ce compteur qui va bien évidemment se réinitialiser à chaque fois que vous allez actualiser la page. Donc il va se remettre là où il en était et donc il repartir, si vous avez 5 minutes, il va repartir de 5 minutes. D'ailleurs, une étude a été faite sur 400 sites européens et 10% d'entre eux utilisaient un faux compteur. Et ça, mais c'est énorme en fait. Obstruction. Alors l'obstruction, c'est quand... Bon, vous avez compris le principe, hein. J'essaie de lire quelque chose et ça m'en empêche. Et souvent, c'est pour amener à faire autre chose, notamment par exemple... s'enregistrer pour recevoir la newsletter ou ce genre de truc. Par exemple, je scrolle pour lire un article et là, poum, un pop-up apparaît me demandant de m'enregistrer à la newsletter. C'est super chiant. Et ce qui est cocasse, c'est que ce pop-up, je l'ai vu sur le site qui parlait de l'étude sur les faux compteurs. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Bref. Publicité déguisée. Celui-là, je le voyais beaucoup il y a très très longtemps sur les sites de téléchargement, pas forcément très très légal. Mais là, pour l'exemple, si on veut télécharger VLC sur Softpedia, on voit plusieurs boutons télécharger. Alors, pour télécharger, c'est ici, là ou là. Et on a une chance sur 3 de cliquer sur le mauvais bouton qui va du coup ouvrir une publicité. Mais on le voit encore dans des entreprises tout à fait sérieuses, hein, comme Microsoft. Coucou Microsoft. Quand on va chercher Chrome dans Edge, on va avoir un petit pop-up qui va nous dire « Je déteste économiser de l'argent ». Personne ne dit ça. Edge est le meilleur navigateur pour le online shopping. Sous-entendu, si tu ne restes pas sur Edge, c'est que tu détestes économiser de l'argent. Donc, publicité cachée, mais aussi un petit peu de confirm shaming, parce que du coup, ça culpabilise un petit peu l'utilisateur de ne pas télécharger Microsoft Edge. Une autre pub cachée, dans le menu démarrer de Microsoft, si on cherche Chrome, pouf, on a une petite pub qui apparaît pour Edge. Privacy is occurring. Alors celui-là, en gros, il va vous inciter à partager des infos avec lui, plus qu'il n'en faut, et va ensuite revendre toutes ces données sans votre accord. Ou plutôt, si, avec votre accord implicite, caché dans les conditions d'utilisation que vous n'allez pas lire, évidemment. Et si ce modèle vous fait fortement penser à Facebook, et si le nom vous fait fortement penser à notre cher Marco, c'est pas une coïncidence, hein, ce pattern a été nommé d'après lui. Alors, un exemple pour illustrer, Redis vous propose ici un e-book gratuit, mais pour le télécharger, il faut rentrer votre email. Email qui va certainement servir à vous envoyer du spam, excusez-moi, on dit de la communication commerciale, et c'est sûrement écrit dans la privacy policy que personne ne va lire. Alors, maintenant qu'on a vu plein de types de dark patterns, on va se poser la question sur celui-ci. C'est un formulaire, et le oui et le non, il est inversé d'une question à une autre. Donc si on coche vite, on va toujours cocher la première pour oui, et du coup, involontairement cocher non. Est-ce que c'est un dark pattern? Eh ben non, en fait, celui-là non. Donc pour savoir différencier ce qui est un dark pattern de ce qui n'en est pas un, il faut se rappeler la définition. C'est un dark pattern s'il y a un bénéfice quelconque pour l'entreprise. Par exemple, un gain financier, ou vos données, ou bien si ça va vous pousser à faire des choix que vous n'auriez pas fait. Sinon, c'est juste que votre design est pourri en fait, ou alors qu'il y a un bug. Tout à l'heure, je vous ai parlé des risques financiers pour l'entreprise. Les dark patterns tombent sur le coup de la loi. Ils sont illégaux en Europe et aux US. Enfin, pas tous. Ils peuvent être considérés comme des pratiques commerciales déloyales, abusives ou trompeuses. Pour un individu, l'amende peut aller jusqu'à 300 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Pour une entreprise, elle est 1,5 million d'euros et peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen, voire 6% du chiffre mondial. C'est pas du vent parce que j'ai trouvé un site qui répertorie des cas où une entreprise a été condamnée à cause de dark pattern. Donc vous pouvez aller les voir sur le site www.deceptive.design. En France, on a 2 organismes qui s'occupent de ça. La DGCCRF avec le code de la consommation et la CNIL avec la fameuse RGPD mais aussi la LCEN. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur site à propos des dark patterns qui sont plutôt pas mal. Ils ont une playlist YouTube aussi que je vous mets en description qui résume un petit peu les différents types de dark patterns les plus connus. Et nous, les concepteurs dans tout ça, c'est notre responsabilité de lutter contre. Pour ça, déjà il va falloir les connaître. Et donc ça, bon, déjà avec cette vidéo, pour vous c'est bon. Et ensuite, il va falloir éduquer autour de vous. Et pour ça, vous partagez ma vidéo. J'en profite, hein. Et ensuite, en dernier, restez bien sûr vigilant. Le mieux, généralement, c'est de faire des tests utilisateurs pour vos interfaces et solliciter un maximum de retours. Et bien sûr, vis-à-vis de vos utilisateurs, toujours essayer d'avoir un maximum de transparence. Et si
par malheur, votre entreprise vous oblige à implémenter un dark pattern. Parce que, oui, souvent, éthique et business, bah ça va pas ensemble. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, par exemple, proposer des alternatives éthiques, en donnant des exemples d'autres entreprises qui font la même chose, mais sans dark pattern. Vous pouvez insister sur la différence du retour sur investissement à court terme et à long terme. Quelque chose de très pratique aussi, c'est de demander des tests utilisateurs. Ça vous donne de bons arguments pour rejeter un dark pattern. Si vraiment vous pensez qu'il y a des risques, vous pouvez aussi consulter le département légal de votre entreprise, s'il y en a un, et lui présenter un petit peu vos inquiétudes. Car peut-être qu'au final, l'entreprise ne va pas risquer d'amende. Donc déjà, de ce côté, vous serez un petit peu safe. Et si vraiment cela va à l'encontre de vos convictions, il est peut-être temps d'envisager d'autres options professionnelles. Mais j'espère que ça vous arrivera pas. Voilà, je vous mets en description plein de liens que je vous invite à aller regarder. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine!